Faut-il aller sur Kering? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'entreprise. Alors, il y a un rebond assez notable depuis avril 2025. On est passé de 150 € à 180 €, donc 20% de rebond. Est-ce que cette fois c'est la bonne et on va repartir? On regarde ça. Alors, croissance du chiffre d'affaires et acquisition. On va se mettre en 12 mois glissants si on a le chiffre du premier trimestre. Non, c'est pas le cas. Les boîtes françaises ne publient que très rarement leurs résultats complets. C'est dommage. Donc, alors, on se met en full year, hop, et on remet en year growth. On est sur une médiane de croissance du chiffre d'affaires de 11,1%, ce qui est pas mal au final. Sauf que depuis 2 ans, c'est la bérésina. On est à -12 en 2024. Bon, on va voir ce qu'il en est sur 2025. Pour arriver à ça, on a fait quand même pas mal d'acquisitions, 7,2 milliards d'acquisitions. Ça représente un tiers de la market cap. Est-ce que ces acquisitions ont créé de la valeur? Mais je suis pas sûr. Donc, on est sur un business qui est en ralentissement complet et qui perd des parts de marché. Ensuite, les taux de marge. Bah, c'est ce qui arrive quand le chiffre d'affaires baisse, quand la croissance baisse. Bon, on arrive à maintenir les prix, ça c'est bien. 73% de taux de marge brut, c'est du luxe, donc c'est normal. Est-ce que c'est vraiment du luxe? Je sais pas, mais taux de marge d'EBITDA et taux de marge net, à partir de 2023, ça chute complètement. Et c'est normal, vu que la croissance est en baisse. Donc, effet ciseau négatif, rien que du très classique. Taux de marge net à 6,6%. C'est ça, c'est pas digne du luxe. Donc, compliqué sur Kering. Les marges sont gauches. Ensuite, conversion de bénéfice net en free cash flow. Là, on a à peu près une équivalence. C'est pas mal. Est-ce qu'on a un BFR qui est négatif? On a un BFR qui est positif de 2 milliards. C'est malheureux. Est-ce que ce BFR, il évolue favorablement? Non, il augmente depuis 10 ans. Donc on perd de plus en plus la capacité de faire payer les clients avant de payer les fournisseurs. Malheureux. Ensuite, en termes de dépenses en capital versus dépréciation amortissement, on a accéléré la dépense en capital depuis 2023. Donc ça impacte les free cash flow, théoriquement. Mais on a aussi du other non-cash items. On en a pour 1 milliard. Donc ça, en général, c'est aussi de la dépréciation amortissement ou des provisions, etc. Ça, c'est non-cash. Donc finalement, on a, on a à peu près une équivalence entre bénéfice net et free cash flow parce qu'au final, on a 5 milliards, 4-5 milliards. Bon, là, il manque quand même un peu d'explication. Mais bon, on peut utiliser le PER pour valoriser Kering s'il n'y a pas de dette. On verra ça après. D'abord, on regarde la rentabilité opérationnelle. Le rendement des fonds propres, il est moche. Le rendement des capitaux investis, pardon, 6%. Donc c'est en chute libre. On perd en rentabilité, donc c'est normal. On perd des parts de marché, donc on est moins rentable que les concurrents, puisque ce sont eux qui ont les meilleurs, les coûts les plus optimisés. Et quand on perd des parts de marché, on a les coûts les moins, pas forcément, on a des coûts qui sont moins optimisés que les concurrents. Et donc la rentabilité baisse. La médiane, c'est 12,6%, on est à la moitié de ça, donc et c'est pas engageant. La trajectoire, pour l'instant, ne rebondit pas. Donc là-dessus, on est pas sur un business qualitatif. Ensuite, en ce qui concerne l'endettement, ça monte en flèche avec un EBITDA qui descend. On est maintenant à 5 fois l'EBITDA en dette nette. C'est pas soutenable, c'est pas du tout soutenable. Plus de 10 fois l'efficace flow. Donc là, il faut qu'ils vendent, mais ils sont en train de le faire déjà. Ils vont vendre des actifs pour essayer d'éponger la dette. Mais et c'est déjà bien quand vous faites ça parce que vos actifs, vous êtes obligé de les brader vu que vous avez le couteau sous la gorge. Donc ça, c'est moche. Et voilà. Donc c'est trop dangereux. Et Kering, il y a pas assez il y a trop de dettes. Et malgré cela, il verse du dividende, en tout cas en 2024, ils en ont versé pour 1,7 milliard, ce qui est au-dessus des free cash flow. Donc on s'est en plus endetté pour verser du dividende, ce qui n'est pas très malin. Est-ce qu'il y en aura sur 2025? Je pense pas, je pense qu'ils l'ont coupé. Il y avait des rachats d'actions jusqu'à 2024 et puis c'est terminé. Hop, maintenant on a même un peu de dilution. Enfin en tout cas on a des actions qui sont mises en circulation. Donc c'est pas très engageant ce qu'on voit ici. Le rendement de l'actionnaire il est calculé à 7,7%, mais en fait il va être à 0 pour 2025, s'il coupe le dividende. La valorisation, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Alors là, on peut dire oui, c'est des cotés. C'est des cotés de 30%, de 40% même, par rapport à la médiane 10 ans. Sauf que, est-ce que c'est pas ça plutôt la nouvelle médiane? Et donc, dans ce cas-là, on est 10-15% des cotés. Voire, est-ce que c'est pas ça la nouvelle valorisation? Et dans ce cas-là, on est dessus. On n'est pas, on est du coup correctement valorisé. Compliqué, Kering, c'est une histoire de turnaround, donc une société en retournement.
qui n'arrivent pas pour l'instant à le faire. Donc ça, ce sont des rebonds spéculatifs que vous voyez ici. Mais pour l'instant, est-ce qu'on a vraiment des signes encourageants? Il faut absolument que la dette baisse et que la croissance revienne. Sinon, le cours de l'action va revenir au niveau de 2016, à mon avis, donc à 114 €. Kering, c'est toujours pas un dossier qualitatif et à mon avis, c'est beaucoup trop tôt pour rentrer à nouveau sur le dossier. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.